Bonjour Adrien Gindre, votre invité aujourd'hui ? Le secrétaire général de la CGT. On va parler de Total dans un instant. On va bien sûr aussi parler de la réforme des retraites et des actions dans les raffineries qui sont reconduites ce matin. Bonjour Philippe Martinez. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. D'abord, cette manifestation hier, moins de 2 millions de personnes d'après la CGT. On est à 750 000 d'après le gouvernement. Il y a toujours une différence entre les chiffres, mais il y a une baisse par rapport aux dernières journées d'action. Est-ce que ça veut dire que le mouvement s'essouffle ? Il y a une baisse par rapport à la dernière journée, qui était le 31 janvier, mais c'est au-dessus de la première journée. Donc on est dans un niveau de mobilisation très important. Tout le monde le reconnaît, enfin tous les gens honnêtes le reconnaissent. Donc c'est pas le signe d'une acceptation, d'une résignation, d'un renoncement ? Je ne crois pas, enfin en tout cas pour avoir discuté avec de nombreuses personnes hier à la manifestation, puis entre les deux manifs, entre les deux journées d'action, je ne crois pas. Et puis vous savez qu'il y a une nouvelle journée samedi, donc... Ce sera la session de rattrapage ? Je sais pas, on n'est pas aux examens. Non, il y a beaucoup de personnes, vous le savez, qui ont des problèmes de pouvoir d'achat et qui nous ont dit écoutez, c'est bien d'avoir mis un samedi parce que ça nous permettra de participer samedi. Certains étaient désolés de ne pas pouvoir venir hier, mais on viendra samedi, donc on regardera sur les deux journées le nombre exact. Il faudra additionner les deux journées pour avoir Total ? Pas complètement, mais il y aura beaucoup de personnes samedi qui n'étaient pas là hier. Il n'y aura pas de grève d'ailleurs samedi, en particulier dans les transports. C'est un jour de départ en vacances pour ceux qui ont la chance de partir en vacances. C'est une manière de ne pas braquer l'opinion publique. C'est important pour vous de garder le soutien d'une majorité de Français. Je pense qu'il y a besoin évidemment de toujours être en phase avec l'opinion publique, qui est largement favorable à ce mouvement. Et en même temps, c'est le choix des salariés qui savent que cette mobilisation va durer et qu'il faut garder un peu d'essence dans le réservoir. Donc hier, c'était la 3e. Samedi, c'est la 4e journée d'action. Faudra combien de journées pour faire renoncer le gouvernement ? Demandez au gouvernement. Et vous êtes prêt à en faire combien ? Moi, c'est pas moi qui compte. Nous, on veut aller jusqu'au bout. Donc, il faut continuer à mobiliser, continuer à montrer qu'on est nombreux, convaincre que les actions sont nécessaires pour faire en sorte que le gouvernement retire cette réforme. Quand on dit les actions, pour vous, ça veut dire, on est d'accord, la grève reconductible, par exemple ? C'est la grève pour tous ceux, pour tout le monde, et partout où c'est possible, une grève reconductible. Dès maintenant ? Le plus tôt possible, mais c'est les salariés qui décident. On n'a pas le choix. C'est une des mobilisations les plus importantes depuis ces 30 dernières années. Le gouvernement, et surtout le président de la République, parce que je pense que ça se situe à ce niveau-là, fait comme si rien ne se passait dans ce pays. On n'a pas le choix. C'est lui qui nous contraint à hausser le ton, comme on dit. Je disais à l'instant, on a appris ce matin que le mouvement était reconduit dans les raffineries, dans la plupart des raffineries. C'est la CGT d'ailleurs qui l'indique. Est-ce que c'est ça le modèle des mouvements durables, intenses ? Quel est le bon terme que vous employeriez ? Je vous dis, il faut hausser le ton. Il y a besoin de journées interprofessionnelles pour permettre au maximum de personnes d'y participer. Mais hausser le ton, ça veut dire quoi, Philippe Martinez ? Concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour hausser le ton ? Attendez, je vous dis qu'il y a besoin de journées interprofessionnelles pour faire en sorte que le maximum de personnes participent. Hier, il y avait beaucoup de jeunes, beaucoup plus que les 2 premières journées. Et puis, à côté de ça, avec ça, il y a besoin de décider de grève. C'est ce que font les raffineurs, c'est ce que font les cheminots. D'autres y réfléchissent aussi, parce qu'on n'a pas le choix. Face à un gouvernement qui n'écoute rien, un président de la République qui est encore convaincu qu'il a raison tout seul, eh bien, il faut montrer plus de détermination. La CFDT est d'accord avec ça ? Non, mais la CFDT est d'accord pour se mobiliser. Là aussi, c'est un événement... Elle est d'accord pour se mobiliser dans des journées d'action, pas dans des grèves reconductibles. C'est un événement que n'a pas constaté le gouvernement. Ça faisait 12 ans que les syndicats n'étaient pas d'accord, tous d'accord, pour se mobiliser ensemble. La CFDT a son point de vue, mais que ce soit pour la CGT, la CFDT ou tous les autres, c'est les salariés qui décident des modes d'action. Le blocage, c'est un mode d'action qui est souhaitable ? Je sais que vous aimez beaucoup, enfin pas vous particulièrement, mais les journalistes aiment bien le mot blocage. Il est assez clair. Non, il n'est pas clair. Vous savez, quand dans une entreprise, dans un service, personne ne travaille, il n'y a pas d'activité. Alors, on peut appeler ça le blocage. Alors, vous avez raison, quand personne ne travaille, parfois, si on prend l'exemple des raffineries,
Est-ce qu'on a aujourd'hui 100% de grévistes dans toutes les raffineries? Mais vous devez savoir aussi que dans un certain nombre de secteurs, quand 100% d'un service ne travaille pas, ça pénalise l'ensemble de l'activité. Ça s'appelle une grève. Donc une grève qui occasionne des blocages, c'est souhaitable. C'est votre expression, chacun la sienne. L'intersyndicale, hier, a également invité à interpeller les députés et les sénateurs. Alors, peut-être que ça vous paraît clair, mais je voudrais quand même qu'on explicite ce que ça veut dire. Par exemple, la présidente de la Commission des Affaires sociales dit j'ai reçu une lettre de menace, on a vu à l'Assemblée dont la porte a été taguée, la statue devant l'Assemblée taguée. Est-ce que ça, c'est interpeller les députés et Non, sénateurs? ça, c'est des choses qui ne sont pas acceptables. Il faut un débat démocratique. Il faut que les députés aussi écoutent leurs électeurs. Mais ce n'est pas les méthodes qu'on emploie dans le mouvement syndical. Interpeller, c'est dire pourquoi vous allez parler de son travail. Voilà, des ouvriers, des pompiers qui disent « Est-ce que vous me voyez à 64 ans en haut de la grande échelle ?» C'est ça, interpeller les députés. Puis on attend des réponses. Les syndicats disaient aussi hier soir, les parlementaires, je cite, doivent prendre leurs responsabilités en rejetant ce projet de loi. Le gouvernement doit retirer son projet sans attendre la fin du processus. Ça veut dire que ni le Parlement ni le gouvernement sont légitimes à agir pour vous? Ce verbe devoir. C'est pas du tout le propos que nous portons. Alors quel est-il? Le propos, c'est quand on est élu, il ne faut pas dire bon, maintenant je suis élu, je fais ce que je veux. Vous voyez, y a des événements dans la vie qui font que, eh bien, on doit prendre en compte la vie du peuple. Tous les sondages montrent que une immense majorité des citoyens et citoyennes de ce pays sont contre cette réforme. Sauf que le Parlement, il est élu pour voter la loi. Donc s'il y a une majorité au Parlement, qu'est-ce que vous direz? Mais on leur dit donc, regardez ce qui se passe dans le pays, et vous voyez que votre opposition ou votre opposition initiale n'est pas du tout de l'avis des électeurs. Mais si la loi est adoptée, parce que là, pardon, Non, Philippe Martinez, mais il y a une majorité relative, plus des LR qui est républicain pour qui l'instant, veut voter la loi. Qu'est-ce que vous direz? Pour l'instant, permettez-moi l'expression, le gouvernement rame pour avoir une majorité de ce que je regarde. regarde. Ramer pour le faire renoncer. Non. Pour l'instant, le gouvernement rame pour avoir une majorité. Il y a beaucoup de déclarations de la Première ministre dans les journaux, etc. Pour améliorer le texte, de son point de vue. Pour modifier un certain nombre de choses. C'est ça la réalité. Mais pour en revenir à votre question, c'est une question de fond. Oui. C'est une question démocratique. Est-ce que un député ou une députée, même un président de la République, ne doit pas tenir compte de l'avis des citoyens durant sa mandature? Mais est-ce qu'un syndicat ne doit pas tenir compte de l'avis d'un parlementaire qui vote la loi? Laurent Berger l'a dit. Mais vous inversez les choses. Ah bah non, mais ça vous avez le sens. Mais non, vous inversez les choses. Vous inversez les choses. Il y a des élections. Ils sont élus, ces gens-là. Oui. Par qui ils sont élus? Par des Françaises et Français. Par vous, par moi, nombreux. par ceux qui manifestent, par ceux qui font grève, par tous ceux qui disent que cette réforme, ils n'en veulent pas. Est-ce que, dans leur réflexion, ils ne doivent pas intégrer cette situation dans le pays? Mais vous ne m'avez pas répondu sur la question de savoir si, une fois la loi votée, si elle est votée, je reconnais volontiers que c'est une hypothèse, est-ce que vous direz la loi s'applique parce que le Parlement est légitime? Laurent Berger l'a dit assez simplement. Il arrêtera les mobilisations quand la loi sera votée, si elle est votée. Donc je vais vous répondre, mais il ne faut pas faire de raccourcis. Si la loi est mauvaise, et quand une loi est mauvaise, on continue à la combattre, même si elle est votée. Bon, au moins ça le mérite. C'est clair. Ça le mérite d'être clair. C'est très clair. Vous avez dit aussi, d'une certaine manière, que l'exécutif portait l'entière responsabilité des suites du mouvement. Mais s'il y a un échec de votre part, si le gouvernement ne cède pas, c'est vous qui n'aurez pas réussi à le faire. Mais vous inversez les rôles. Je trouve ça assez marrant, pour être poli. Qui est responsable de la situation ? Qui est responsable des mobilisations? Qui est responsable des grèves? C'est un gouvernement et un président de la République qui s'entêtent dans une mauvaise réforme. D'ailleurs, là aussi, par rapport à la présentation qu'on avait faite, la Première ministre qui disait c'est une réforme de justice sociale, de progrès social, vous avez vu que les éléments de langage, comme ils disent, ont beaucoup changé. En effet, on est davantage sur une réforme nécessaire aujourd'hui. Vous inversez les rôles. Les responsables de cette situation, c'est le gouvernement et le président de la République qui s'entête à essayer de faire passer une réforme qui est injuste, qui n'est pas justifiée et qui provoque beaucoup de mouvements sociaux, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais il s'entête, il va au bout de son projet. Il a pris un engagement, il entend le tenir. Ça peut se comprendre.
Mais vous connaissez l'expression avec les imbéciles qui ne changent pas d'avis? Ça doit s'appliquer. Ça doit s'appliquer. Oui, ça arrive qu'on se trompe. Et puis, on ne gouverne pas contre l'avis majoritaire de son peuple. Parce que oui, il y a des risques pour la démocratie, je l'ai dit et je continue à le répéter. Il y a déjà un problème démocratique dans ce pays, l'abstention est forte, il y a la montée du Rassemblement national. Si on s'entête à gouverner contre l'avis de ses électeurs, eh bien, il y aura encore plus de défiance vis-à-vis des politiques, encore plus d'abstention, et je crois que c'est la porte ouverte pour plus de Rassemblement national, y compris à l'Élysée. Parce que quand on est contre la réforme des retraites, on vote Rassemblement national ensuite aux prochaines élections. Je vous dis que quand un élu de la nation n'écoute pas l'avis et les positions de ceux qui votent, il y a des risques qu'on se détourne du vote, de l'utilité du vote, et qu'on choisisse des mauvaises voies, parce que, vous le savez très bien, la CGT considère que les votes votés Rassemblement national, c'est voter contre ses intérêts. Oui, enfin, vous auriez pu nous dire ça va favoriser le vote pour la gauche dans les prochaines élections. Non, mais vous pensez plutôt le RN. Ça, vous pouvez essayer de me faire dire ce que je n'ai pas. Non, je pose des ce questions. que je ne pense pas, vous posez des questions, je réponds, et je vous dis que... Mais vous croisez des gens dans la rue de temps en temps? Oui, y compris des gens qui sont opposés à la réforme, Philippe Martinez. Mais je n'en doute pas, parce qu'il y en a beaucoup. Donc si vous les évitez, vous allez avoir du mal à vous promener. Moi, j'écoute ce que disent les gens, ce que je croise dans les entreprises. Et c'est déjà en partie le cas. Vous avez dit aussi qu'Emmanuel Macron en faisait une affaire personnelle. En quoi est-ce que c'est une affaire personnelle plus que politique pour lui? Parce que il a, vous savez, il a dit « j'ai changé au lendemain de son élection, je vais écouter plus ». Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, il écoute plus? De son point de vue, certainement qu'il se dit qu'il a renoncé aux 65 ans, qu'il est passé à 64 et qu'il a fait des améliorations à sa réforme. Il n'a pas changé, il n'écoute pas, et il a envie de démontrer, puisque lui n'a pas la pression d'une réélection, si j'ai bien compris. Donc il veut montrer à je ne sais qui qu'il a décidé, et quoi qu'il fasse, quoi qu'il se passe, il fera passer sa réforme. Ce n'est pas une façon de rassembler le pays dans un pays qui est déjà beaucoup fracturé. Est-ce que vous n'êtes pas exactement dans la même situation, Philippe Martinez? Vous n'êtes pas candidat à votre propre succession. Est-ce que ce n'est pas pour vous ici une affaire personnelle? Vous savez que l'élection du secrétaire général ne se fait pas au suffrage universel. Vous le savez, ça. Et donc c'est ce qui fait la différence entre vous deux? Vous pensez que, puisque vous avez dû regarder les mouvements sociaux depuis 8 ans que je suis secrétaire général, est-ce que nos positions et les positions de la CGT se font en fonction de congrès ou d'échéances électorales? Non, on a une position claire, et sur la réforme des retraites, regardez ce qu'on disait en 2019-2020, parce qu'il y a eu un petit conflit aussi. On propose toujours, non pas de changer, non pas d'allonger l'âge de départ, mais d'améliorer ce système, parce que oui, il faut prendre en compte l'emploi des seniors. Oui, il y a un problème d'égalité entre les femmes et les hommes. Oui, il va falloir s'occuper de tous ceux qui font des études et qui rentrent dans la vie active entre 25 et 26 ans. Vous voyez, ça se fait pas en fonction des congrès ou en fonction des échéances interne à la CGT. Il y a, comme je le disais tout à l'heure, quand même un débat parlementaire qui s'est engagé cette semaine en séance publique. Il y a des parlementaires de gauche qui ne sont pas de la CGT, mais qui défendent une position proche de la vôtre, qui ont déposé beaucoup d'amendements. Sur les 20 000 amendements déposés, il y en a 18 000 qui ont été déposés par la NUPES. Est-ce que de votre point de vue, c'est la bonne méthode parlementaire? Vous n'êtes pas parlementaire, mais comment vous regardez ça? Oui, vous avez remarqué, je ne suis pas parlementaire, je ne connais pas les subtilités des... Oh, je pense que vous les connaissez assez bien. Vous me surestimez, monsieur. Donc, je ne connais pas, mais je pense qu'il y a besoin d'avoir des débats sur des questions de fond que peut-être ne permettent pas un certain nombre d'amendements qui sont plus de forme que de fond. Voilà. Vous préférez le débat sur le fond plutôt que l'obstruction parlementaire? J'aimerais bien savoir, par exemple, la position de l'ensemble des parlementaires dans une situation de mobilisation sur l'article 7, qui est l'article qui prévoit l'allongement de la durée de l'âge de la retraite à 64 ans. Donc vous souhaitez qu'on puisse aboutir au vote sur ce point et pas simplement par exemple, l'enjamber. Parce que c'est un certain nombre de députés qui de droite ou même dans la majorité qui disent cette réforme, je ne la voterai pas.
J'aimerais bien qu'ils en fassent la démonstration sur un article qui est fondamental. Mais vous dites pas merci les Républicains, parce que sur certains sujets, ils ont tiré le gouvernement vers la gauche. Sur les carrières longues, par exemple, les Républicains ont œuvré pour que les carrières longues soient mieux prises en compte. J'ai du mal à comprendre votre raisonnement que des gens de droite tirent le gouvernement vers la gauche. Clémentine Autain, votre place il y a quelques jours, disait Éric Ciotti a doublé Emmanuel Macron par sa gauche. Tout est Oui, possible. mais Clémentine Autain dit ce qu'elle veut. Mais j'ai le droit de mal comprendre votre raisonnement. En tout cas, le débat et tout ce qu'ont fait les syndicats et notamment la CGT sur l'explication de cette réforme montre que cette réforme, elle est injuste, elle pénalise de nombreux salariés, notamment ceux qui ont démarré de bonne heure, les travaux pénibles, les femmes. Eh bien, vous voyez, la contribution du débat syndical, du débat social, elle est importante, y compris pour les débats à l'Assemblée nationale. Puisque les femmes, c'est aussi au cœur des enjeux de cette réforme et des marges d'amélioration, il se trouve qu'hier, l'expression du député Adrien Quatennens dans l'hémicycle a suscité la broncale et huée de certains élus, et à l'inverse, les applaudissements de certains députés de la France insoumise. Les femmes, c'est un sujet sur lequel vous vous exprimez beaucoup vous-même. Est-ce que vous êtes choqué qu'un député comme Adrien Quatennens, condamné pour violence envers sa femme, soit applaudi dans l'hémicycle par certains La de ses CGT camarades ? s'exprime beaucoup, oui, parce que c'est inacceptable, premièrement, les inégalités entre les femmes et les hommes, et il y a besoin d'un combat plus fort contre les violences sexistes et sexuelles. Et oui, je suis aussi choqué qu'un député qui a été condamné, même si je pense que dans nos organisations, en tout cas c'est la CGT, il faut découpler les questions judiciaires des questions de vie interne. Nous venons de voter un cadre commun qui fixe nos règles en matière pour gérer ces affaires. Oui, c'est choquant, je pense. On va revenir à Total, qui, ce matin, on l'a appris, réalise son meilleur bénéfice, le meilleur bénéfice de son histoire, avec 20,5 milliards de dollars. On apprend également que la société compte augmenter à la fois, certes, les dividendes, mais la contribution versée à ses salariés par des primes, des bonus exceptionnels. Il y a cette contribution qui a été mise en place par l'Europe, la contribution de solidarité sur les profits des groupes énergétiques, qui va bien sûr occasionner une ponction de Total. Est-ce que vous êtes choqué de ces bénéfices, ou est-ce que vous dites, bon, très bien, maintenant, concentrons-nous sur comment on en récupère une partie? Non, je suis choqué, comme beaucoup, je pense, de concitoyens, sur le fait que c'est le fruit du travail des salariés de Total soit mal réparti. Les actionnaires vont toucher beaucoup de dividendes. Et au moment où on parle beaucoup de solidarité, au moment où on parle de besoin de cotisations sociales, par exemple, ces bénéfices et ces dividendes versés aux actionnaires, qui est le fruit du travail, eh bien, sont épargnés de cotisations. Voilà un sujet qui mériterait réflexion dans la loi. Mais les salariés vont en toucher une partie, alors pas les 20 milliards bien sûr, mais il y a une partie qui va être versée. Mais beaucoup moins. Beaucoup moins. Et les salariés qui se sont battus d'ailleurs à juste titre au mois d'octobre ou novembre pour dire il faut qu'il y ait une meilleure répartition du fruit de notre travail. Ils vont toucher, vous avez raison, beaucoup moins que les actionnaires et beaucoup moins que le PDG en termes d'augmentation de salaire, vous le savez. Mais c'est aux salariés de toucher les fruits de leur travail, ou c'est aux contribuables de capter le fruit de leur travail? C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, non. Il y a deux choses. Il y a la répartition comme on dit, des richesses créées par les salariés en termes de salaire, parce que même les primes que vont toucher les salariés de Total ne sont pas soumis aux cotisations. Vous voyez, on cherche de l'argent pour améliorer les pensions. Voilà une piste. Et puis après, il y a la fiscalité. Les impôts et les cotisations, ce n'est pas la même chose. Oui, il y a besoin de revoir la fiscalité dans notre pays pour qu'elle soit plus juste, plus proportionnelle en fonction des revenus des uns et des autres, parce que, vous le savez certainement, mais proportionnellement, je dis bien proportionnellement, des gens comme nous payent plus d'impôts que des milliardaires qui trouvent toujours des moyens de détourner ou en tout cas de ne pas payer proportionnellement les impôts qu'ils devraient payer. Mais ça, pour vous, c'est un sujet de justice et de contribution au budget Ça de s'appelle l'État, la justice fiscale. ou c'est un sujet de financement du système de retraite? Les deux, je vous dis. Il y a la justice fiscale, il faut revoir la fiscalité, c'est-à-dire les impôts, et puis il y a le problème des cotisations. D'ailleurs, je trouve que le gouvernement essaye de faire un amalgame entre impôts et cotisations. Ce n'est pas la même chose. J'ai entendu Gabriel Attal qui criait à la misère, enfin à la catastrophe il y a quelques jours. Les cotisations, c'est ce qui permet de financer la sécurité sociale. Et donc, il faut
revoir les exonérations de cotisations des entreprises, par exemple, qui, pour beaucoup, ne payent pas de cotisations. Mais si on fait la distinction comme vous le faites à l'instant, ça veut dire qu'on ne peut pas typiquement asseoir le financement du système de retraite sur des contributions, sur des revenus, des dividendes, des bénéfices exceptionnels. Mais les dividendes, ils viennent d'où les dividendes ? Du travail des salariés dans une entreprise qui font que les entreprises font du bénéfice. Pourquoi ces bénéfices vont en très grande partie vers les actionnaires ? Et les actionnaires ne payent pas de cotisations. Vous voyez ce que je veux dire ? Les dividendes, c'est bien le fruit du travail. Ça n'a rien à voir avec les revenus et les impôts. Vous croyez quand même qu'on puisse, comme le dit le gouvernement d'ailleurs, sauver le système de retraite par répartition et conserver ce modèle comme modèle principal alors que la démographie continue d'être défavorable ? Je vous ai donné des tas d'exemples, de propositions que fait la CGT, que font d'autres syndicats d'ailleurs, pour améliorer le financement. Il n'y a pas besoin de travailler plus longtemps. D'aller chercher ailleurs. L'égalité salariale, puisque vous en parliez, entre les femmes et les hommes, fait que si les femmes sont payées comme les hommes, c'est bien pour elles et c'est bien pour faire entrer des cotisations. L'emploi des seniors, si on maintient dans l'emploi jusqu'à 60 ans, comme nous le proposons, des salariés de 58, 57 ans qui sont virés, ça fait moins de chômeurs et ça fait plus de cotisations. Vous voyez, il n'y a pas... il y a d'autres solutions. Il y a beaucoup d'autres solutions, contrairement à ce que dit le gouvernement. Il vous reste quelques semaines, Philippe Martinez. Vous souhaitez toujours que ce soit Marie Buisson qui vous succède de la Fédération Éducation ? J'ai proposé, oui, que ça soit Marie Buisson. La direction nationale de la CGT a largement soutenu cette proposition. Maintenant, c'est le Congrès qui décidera. Il n'y a pas de sexisme à la CGT ? Il n'y a pas de... La CGT est un syndicat féministe, mais il peut y avoir des sexistes à la CGT. Malheureusement, notre organisation n'est pas en marge de la société.